Je mesure chaque chagrin que je rencontre avec des yeux analytiques. Je me demande s'il pèse autant que le mien, ou s'il est de taille plus légère. Je me demande si on l'a porté longtemps ou s'il ne faisait que commencer. Je ne pourrais dire la date du mien, c'est une peine si vieille. Je me demande si cela fait mal de vivre, et si l'on doit essayer, et si, au cas où l'on pourrait choisir, on n'aimerait pas mieux mourir. Je me demande si, lorsque les ans se sont entassés, quelques milliers, sur la cause d'un premier chagrin, si un tel recul arrêterait les hommes, ou bien s'ils préféreraient toujours souffrir à travers les siècles, éclairés pour une souffrance plus vaste, par contraste avec leur amour. Les affligés sont nombreux, à ce qu'on me dit. La raison en est plus profonde. La mort est une et ne vient qu'une fois, et elle cloue seulement les yeux. Il y a la souffrance du besoin et la souffrance du froid, et la sorte qu'on appelle désespoir. Il y a l'exil loin des yeux familiers, en face de l'air familier. Bien que je n'en puisse deviner l'espèce exactement, pourtant ce m'est une consolation déchirante que cela m'apporte, lorsque je passe près du calvaire, de noter les sortes de croix de ceux qui se trouvent seuls, toujours attirés par l'idée que certaines croix ressemblent à la mienne. Un oiseau passa sur le sentier. Il ne savait pas que je le voyais. Il mordit en deux un long ver et le mangea tout cru. Puis il but une goutte de rosée sur une herbe toute proche. Puis il sauta de côté vers le mur pour laisser passer un scarabée. Il jeta de rapides coups d'œil qui embrassaient tout l'horizon. Ses yeux ressemblaient, pensai-je, à des perles qui ont peur. Il remua sa tête de velours comme un être en danger. Avec précaution, je lui offris une miette. Il déplia ses ailes et s'en alla chez lui, voguant plus doucement que des rames qui fendent l'océan, trop minces pour écraser un fil, ou que des papillons sur les rives de midi, qui nagent et sautent sans faire une éclaboussure. Apporte-moi le coucher du soleil dans une coupe, compte les flacons du matin et dis combien sont remplis de rosée. Dis-moi jusqu'où bondit le matin, dis-moi à quelle heure dort le tisserand qui fila les espaces de l'azur. Écris-moi combien de notes il y a dans le transport du nouveau rouge-gorge parmi les branches frappées de surprise. Combien de voyages fait la tortue, combien de tasses boit l'abeille, cette biberonne de rosée. Dis-moi aussi qui installa les ponts de l'arc-en-ciel, aussi qui conduit les sphères dociles avec des baguettes de souple azur. Quels doigts enfilent la stalactite, qui compte les perles de la nuit et voit qu'aucune ne manque. Qui a construit cette petite maison blanche et en a si bien fermé les fenêtres que mon esprit ne peut rien voir. Qui m'emmènera dehors quelques jours de gala avec des ailes pour m'envoler, plus belles que toute pompe. J'étais morte pour la beauté, mais étais à peine disposée dans la tombe qu'un homme qui était mort pour la vérité fut couché dans une chambre contiguë. Il me demanda doucement pourquoi j'avais disparu. Pour la beauté, répondis-je. Et moi pour la vérité. Les deux ne sont qu'une. Nous sommes frères, dit-il. Et ainsi, comme des parents qui se rencontrent dans la nuit, nous conversâmes d'une chambre à l'autre, jusqu'à ce que la mousse eût atteint nos lèvres et recouvert nos noms. Il n'est pas besoin d'être une chambre pour être hanté. Il n'est pas besoin d'être une maison. Le cerveau a des corridors qui surpassent tout endroit matériel. Il est bien plus rassurant de rencontrer à minuit un fantôme extérieur que de faire face en son intérieur à cet hôte plus pâle. Bien plus rassurant de galoper à travers une abbaye en dispersant les pierres que de se rencontrer soi-même sans clair de lune dans un endroit solitaire. Soi-même caché derrière soi-même. C'est cela surtout qui doit faire tressaillir. Un assassin caché dans notre appartement est le moindre objet d'horreur. L'homme prudent porte un revolver, il ferme la porte au verrou, oubliant un spectre plus redoutable et plus proche. Un long, long sommeil. Un fameux sommeil qui ne donne aucun signe d'aurore, en étendant les membres ou en remuant les paupières, un sommeil sans souci. Y eut-il jamais paresse comme celle-ci? Dans une hutte de pierre, rester oisif pendant des siècles, et pas une fois ne lever les yeux vers l'heure de midi. Les mourants regardent le lever du soleil avec une joie différente car, la prochaine fois qu'il flambera, ils se demandent s'ils en seront témoins. L'homme qui doit mourir demain découvre l'oiseau de la prairie,
car la musique de cet oiseau met en branle la hache qui réclame sa tête. Joyeux celui pour qui le lever du soleil précède le jour de l'amour, joyeux celui pour qui l'oiseau de la prairie chante tout sauf une élégie. Nous nous accoutumons à l'obscurité quand on éloigne la lumière. Si la voisine tient la lampe pour nous dire au revoir, pendant un moment nos pas sont incertains à cause de la nouveauté de la nuit. Puis nous adaptons notre vue à l'obscurité et marchons droit au devant de la route. Il en est de même des ténèbres plus sombres, ces nuits du cerveau où pas une lune ne montre un signe, où pas une étoile ne luit en notre fort intérieur. Les plus braves tâtonnent un peu et parfois cognent contre un arbre directement sur le front. Puis ils apprennent à voir. C'est que l'obscurité change, ou bien quelque chose dont la vue s'adapte à minuit, et la vie avance presque tout droit. Cela me troublait tel que je fus jadis, car jadis je fus une enfant, de décider comment un atome tombait et comment le ciel tenait. Le ciel pesait beaucoup plus, pourtant il tenait bleu et solide, sans un verrou que je pouvais vérifier. Un géant comprendrait-il? La vie m'a posé des problèmes plus grands. J'en garderai quelques-uns à résoudre, jusqu'à ce que l'algèbre soit plus facile, ou démontrée plus simple là-haut. Et alors aussi il faudra comprendre ce qui me déconcertait plus cruellement. Pourquoi le ciel ne se disjoignait pas, et ne tombait pas tout bleu sur moi.